Donc nous allons pouvoir débuter. Donc je suis ravi de pouvoir organiser aujourd'hui en présence de Graeme Villeray cette première conférence qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la francophonie. Alors c'est la première conférence qu'IMT Minalbi organise dans ce cadre-là. La semaine de la langue française et de la francophonie est un événement culturel qui a lieu en général autour du 20 mars, puisque le 20 mars c'est la journée internationale de la langue française. Et cet événement a lieu avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. On a coutume de penser l'international comme un changement de langue, comme l'anglais souvent. Or, l'international, ce n'est pas forcément synonyme d'anglais, ça peut être synonyme du français également. Le français, c'est une langue dynamique qui est promise un très bel avenir. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous remettre un petit peu en contexte. Aujourd'hui, le français, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est une des langues qui progresse le plus. Elle gagne 10% elle a gagné 10% de locuteurs depuis 2014. C'est la 5e langue la plus parlée au monde après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est la 4e langue sur Internet. C'est aussi, avec l'anglais, la seule langue présente sur les 5 continents. Et forte d'un dynamisme qui est notamment lié au très fort développement démographique du continent africain, le français serait en passe de devenir la 3e langue la plus parlée dans le monde. Alors les projections varient, mais elles vont de 700 millions à 1 milliard de locuteurs en 2050. Alors le français, c'est important. Et comme nous voulions organiser un événement dans le cadre de la francophonie, la première destination qui nous est venue à l'esprit, le premier pays que nous souhaitions honorer, c'était le Canada. Voilà, on pense souvent au Canada, au Québec, province francophone, mais en réalité, le Canada est un pays bilingue et les francophones sont partout. Donc Graeme nous en parlera, ils sont une minorité. Ils sont environ 7 millions, soit 22% de la population. Et on a tendance à penser le Québec, ou en tout cas le Canada francophone, comme un îlot francophone au sein d'un océan anglophone. Alors pourquoi parler du Canada francophone? Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'honorer cette destination? Tout simplement parce que le Canada, c'est une des destinations préférées de nos élèves et des jeunes diplômés français en général. Alors le Canada est très connu malgré la crise sanitaire, et ce depuis plusieurs années pour son dynamisme économique. Il offre un dépaysement certain à nous autres Européens et une proximité linguistique certaine également. Même si on s'en rendra compte, il y a certaines différences entre le français européen et le français américain. Mais tous ces éléments font un cocktail attirant pour les jeunes Français. Et pourtant, le Canada, le Canada francophone, qu'on imagine parfois à tort être un poste avancé de la France en Amérique du Nord, est loin d'être un poste avancé de la France en Amérique du Nord. Non, le Canada francophone a un socle culturel, une culture à part entière. La France et le Canada ont un socle culturel commun, certes, mais ils ont évolué au fil des décennies, au fil des siècles, de manière très différente. Donc comme deux cousins qui se retrouveraient après une vingtaine ou une trentaine d'années, chacun, malgré un socle culturel commun, a développé des différences certaines. Et aujourd'hui, qui de mieux pour parler de ces différences que Graeme Villeray? Graeme est un Français devenu Canadien. Il est journaliste, auteur, mais il a bien d'autres occupations. Il a notamment fondé 3 startups. Il gère plusieurs sites internet. Et surtout, c'est un Français qui s'est installé au Canada depuis 2001, en septembre 2001. Et il a raconté dans son premier ouvrage, Une décennie canadienne, l'histoire d'une immigration heureuse au Canada. Mais Graeme, plus que tout autre, est très bien placé pour vous le dire. L'immigration est loin d'être un long fleuve tranquille, en tout cas bien moins tranquille que le paisible Saint-Laurent. Et Graeme nous fait l'honneur aujourd'hui de nous raconter son expérience. Donc si certains d'entre vous qui sont présents ici aujourd'hui, qui êtes d'IMT Minalbi, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des élèves d'autres institutions, de l'INSA Toulouse, de Minales, de Télécom Sud Paris, donc vous êtes tous les bienvenus. Et si vous rêvez de découvrir le pays, le Canada, le pays du basketball par exemple, ou encore de Jim Carrey, Pamela Anderson ou Justin Bieber, ah oui, on ne le sait pas toujours, vous serez bien avisé d'écouter l'expérience de Graeme et de suivre ses conseils avisés. Donc Graeme, je te laisse la parole
Alors, la présentation, la conférence va se dérouler en 2 sessions. Une première session où Graham va nous faire sa présentation, puis ensuite on laissera un espace pour des questions-réponses. Donc vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence et Graham y répondra avec plaisir. Voilà, c'est à toi Graham. Bonne conférence à tous. Bon, eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Merci tout d'abord de m'avoir invité pour cette conférence. Et puis, je vais entrer dans le vif du sujet assez rapidement, comme on fait ici, hein. En général, on démarre direct. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom est Graham Villeray, je suis effectivement écrivain et journaliste indépendant. Je suis au Canada depuis une vingtaine d'années maintenant. Effectivement, je suis arrivé en 2001, donc à l'été 2001, après quelques années en France, à Paris. France d'ailleurs, dans laquelle j'avais fondé plusieurs startups, fondées et cofondées. Une startup notamment qui s'appelait Studi.fr, qui était un portail étudiant que j'avais cofondé. C'est aussi la première start down, hein, puisqu'au bout de quelques mois, on a tout coupé. À cette occasion, j'ai donc fondé une autre compagnie de e-commerce et ainsi de suite. Ce qui ne m'a pas empêché de venir au Canada dès 2001. Voilà. Je suis également éditeur, en l'occurrence, de populationdata.net, qui est c'est un portail, disons, plutôt géographique, que je fais par plaisir, on va dire. Voilà. J'ai aussi une vingtaine d'autres sites web sur des sujets qui m'intéressent. Et en gros, j'en vis en tant que journaliste indépendant à ce niveau-là. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment s'est passée mon immigration et pourquoi je dis que c'est une immigration réussie? D'abord parce que je suis encore là. Donc ça, c'est un point important. Je suis encore au Canada. J'habite aujourd'hui ici et depuis 20 ans. Donc si je reprends le déroulé, en gros, de comment on fait une immigration ou une expatriation, dans un premier temps, on va parler de ça. D'abord, c'est un rêve. Quand on part, il faut rêver de l'endroit où on va. Moi, je rêvais depuis toujours, bien avant même 1997, mais depuis que j'étais tout petit, je rêvais de grands espaces. Donc pour moi, les grands espaces, c'était les grands espaces accessibles, évidemment, parce que sinon, je serais allé sur Mars ou ailleurs. Les grands espaces, c'était le Canada, évidemment, l'Amérique, l'Australie, ce genre d'endroits qui font rêver tous les enfants, j'imagine. Mais pour ça, pour pouvoir le concrétiser, il faut passer par un certain nombre d'étapes, en réalité. Et l'une des plus importantes, et surtout l'une des plus intéressantes, c'est le voyage exploratoire. Donc à partir de 1999, je me suis dit, bon allez, je vais faire les démarches. Pour faire les démarches administratives, il y a toujours de l'administratif, pour faire ces démarches, en premier lieu, il faut d'abord savoir si je veux vraiment aller là. Donc pour ça, il faut visiter. Alors, j'ai pris un avion et nous avons pris un avion avec ma femme et puis on est arrivé au Canada en 99. On a loué une voiture et on a voyagé pendant plusieurs semaines. On a visité pas que le Québec, mais une bonne partie du Québec. Et quand on est revenu, on était sûr et certain de vouloir partir. Donc, ça, c'était le moment déterminant qui nous a vraiment forcé la main, entre guillemets. Donc, on a commencé les démarches administratives immédiatement. Et puis, on s'est rendu compte à ce moment-là que ça prenait quand même du temps. Nous, personnellement, ça nous a pris 10 mois. Et à l'époque, en 2000, je dis à l'époque parce que maintenant, c'était il y a 20 ans, à l'époque, c'était facile. Donc, aujourd'hui, on parlera un petit peu plus tard de comment obtenir les visas et tout ça, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile, il y a un petit peu plus de choses à faire, mais globalement, en une petite année, on peut obtenir un visa. Mais attention, moi, c'était un visa pour habiter et vivre ici en permanence, c'est-à-dire un visa de résident permanent, dans un premier temps. Il y a d'autres sortes de visas, j'en parlerai un petit peu plus loin. Et j'obtiens mon visa, évidemment. Là, on a une année pour le valider, c'est-à-dire pour atterrir, aller au bureau de l'immigration, leur montrer le visa qu'on a sur le passeport, ils le tamponnent et ils nous disent bienvenue au Canada. Ça, c'était vraiment génial. Ça, c'est arrivé en 2001, à l'été 2001. Pourquoi ensuite je dis 9/11, le 9/11, c'est parce que on a commencé à chercher du travail après avoir visité le Canada. On avait acheté une voiture, etc. Et après avoir passé l'été à visiter le Canada, eh bien, les galères ont commencé puisque le 11 septembre 2001, eh bien, vous le savez peut-être, il y a eu un attentat assez incroyable et terrible à New York qui a complètement coupé
tout au niveau du travail. Toutes les embauches se sont arrêtées. Des centaines de milliers de personnes se sont trouvées au chômage rien qu'à Montréal, là où j'avais atterri. Donc, à partir de ce moment-là, c'était très difficile. Il a fallu rebondir immédiatement. Et donc, eh bien, on a rebondi, on a trouvé du travail, un petit travail beaucoup moins bien payé que ce qu'on espérait. Et puis, on a dû déménager. Bref, on a recommencé notre vie à zéro. Et c'est ce à quoi il faut s'attendre quand on immigre, en fait. Il faut recommencer, être prêt à recommencer à zéro. Ça marchera plus ou moins bien, mais en l'occurrence, quand on est prêt à recommencer comme ça va mieux. Et à partir de 2003, j'ai commencé à mieux m'installer. La preuve, j'ai fait les démarches pour obtenir la citoyenneté, puis j'ai même construit une maison, enfin fait construire une maison que j'ai d'ailleurs terminé de construire moi-même, comme on le fait assez souvent de ce côté-ci de l'Atlantique. Voilà. Donc, assez parlé de moi, pour une immigration ou une expatriation réussie, on va voir aussi que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des clés, les clés du succès. Les clés du succès, dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, il faut se renseigner, il faut comprendre ce que c'est, dans quel pays on va. Donc, en l'occurrence, c'est le Canada. Donc, c'est quand même très proche de la France d'un point de vue culturel. C'est très facile. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le Canada, on peut trouver beaucoup d'informations sur le Canada et aussi, évidemment, sur le Québec. Vue de France, le Québec est d'ailleurs une région. C'est un peu comme si c'était l'Auvergne-Rhône-Alpes ou l'Occitanie. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus une nation à l'intérieur d'un pays dans lequel il y a plusieurs nations. Et donc, voilà ce que c'est que le Québec. On doit donc lire beaucoup, se renseigner, les magazines, il y a même des romans, y compris par exemple mon roman, qui est plutôt un récit, autobiographique, et ensuite se renseigner sur les démarches administratives, les visas, qui sont quand même un élément important. D'ailleurs, à ce propos, il ne faut pas hésiter à consulter les consulats. Il y a des consulats locaux du Québec, il y a des consulats évidemment du Canada, l'ambassade du Canada qui se trouve à Paris. Ils ont aussi des sites web évidemment, et puis eux, ils vont répondre à toutes vos demandes puisque le Canada est un pays qui demande aux gens de venir. Donc n'hésitez pas, on est demandeur d'immigrants. On est un pays d'immigration depuis toujours. Et puis, quand on se renseigne pour comprendre comment vit le pays, évidemment, il y a une partie importante de la vie qui est le travail. Et à ce moment-là, on essaye de comprendre le marché du travail vis-à-vis de son propre métier. Il faut savoir d'ailleurs, par ailleurs, que le Canada embauche beaucoup. Il n'y a pas vraiment de souci pour trouver du travail. Donc en fait, ensuite on fait un voyage exploratoire, c'est important. Il faut savoir si on a envie de vivre là, est-ce qu'on s'y sent bien, est-ce qu'on se sent bien dans telle ville ou telle autre ville, parce qu'il n'y a pas que Montréal ou Toronto ou Vancouver, il y a aussi beaucoup d'autres villes, c'est très très grand le Canada. Et donc à ce moment-là, ressentir le pays, c'est important de le visiter, de voir, et puis de se faire des contacts, pourquoi pas. C'est un élément important. Ensuite, on planifie toute la partie administrative pour se renseigner sur les délais et on commence à effectuer les démarches les unes après les autres. Et le but du jeu, c'est de tenir. Si vous voulez vraiment venir, il faut tenir sur ces démarches administratives parce que sinon, vous risquez d'abandonner. Si vous abandonnez ou si vous repoussez toujours, vous allez beaucoup moins aimer votre expérience, évidemment. Voilà. Parmi les clés du succès, j'ai effectivement dit être flexible parce que nous, ça nous est arrivé, mais tous les gens qu'on connaît ont dû presque tous être flexibles, à la fois sur le niveau de rémunération de leur métier, à la fois sur le niveau, sur le métier en question. Est-ce que des fois, il faut changer de métier? Ça arrive assez souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Et puis, est-ce qu'on doit déménager, par exemple? Ici, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, très facilement, de déménager. On achète une maison, puis on la vend, et puis on déménage et on va ailleurs. Bref, voilà, être flexible au moins dans sa tête. Donc, tout à l'heure, je parlais d'expatriation et d'immigration, qui sont deux choses évidemment différentes. En réalité, l'expatriation, c'est souvent une entreprise qui va vous envoyer dans un pays. Donc, en l'occurrence, une entreprise, souvent une grande entreprise française qui vous enverrait au Canada. C'est déjà arrivé. J'ai effectivement un ami qui était venu ici avec EDF Énergie Nouvelle. Lui, il avait été envoyé pour 2 ans. Voilà. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus rare
il avait juste un visa de permis, un visa de travail, et l'état d'esprit dans lequel il était venu était très différent. Et évidemment, il s'est beaucoup moins intégré, entre guillemets. On était déjà amis avant, donc c'était plus facile pour lui finalement de rencontrer des gens. Mais c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec l'immigration, c'est que l'immigration, dans l'esprit, on est plongé et on vit ici complètement. Et voilà. Donc, quand on immigre, à ce moment-là, on arrive avec ou sans travail. On peut arriver sans travail, c'est pas obligé d'avoir un travail. Mais à partir de ce moment-là, il faut faire des démarches un petit peu différentes. Toujours est-il que c'est faisable, y compris en ce moment. Donc, on peut demander la résidence permanente aussi, soit avant, soit une fois qu'on est arrivé, mais il faudra malgré tout ressortir du pays pour la valider. Enfin, ça, c'est des petits détails administratifs parfois un peu bizarres, mais enfin bref. Et puis, on peut demander la citoyenneté, évidemment, au bout de quelques années. Actuellement, ça doit être 5 ans, je crois. Il faut aussi quelques mois pour l'obtenir. Ensuite, on va prêter serment et allégeance à la reine d'Angleterre. Ce genre de petits détails un peu insolites. Il faut savoir que pour les visas, il y a des frais à prévoir, hein, malgré tout. Et si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, il y a un site qui est formidable, qui s'appelle canada.ca, c'est facile à retenir. Il y a absolument tout. C'est le gouvernement du Canada. Et il y a notamment un onglet avec immigration. Là, vous en saurez beaucoup plus sur quels sont les types de visas, lequel convient à ce que je veux faire, etc. Je vais passer à la slide suivante, qui est... Est-ce que j'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. On va parler de la job. Ici, ça s'appelle une job. C'est la job. Donc, c'est pas le job, c'est la job. L'intérêt de ce que j'ai marqué, on vous attend, mais on ne vous attend pas. En l'occurrence, on espère énormément avoir des immigrés. Donc, on les fait venir. On va même les chercher. On les choisit, on les trie, mais on leur dit venez, 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 de plus en plus nombreux, des centaines de milliers par an. Sauf que une fois qu'ils sont arrivés, attention, c'est pas comme si on les accueillait à bras ouverts, à savoir avec un pont d'or. C'est pas vrai. Il faut recommencer sa vie et y faire ses preuves. Donc, il faut s'attendre à ça. Il faut savoir que effectivement, le pays choisit ses immigrés. Il y a des professions qui sont privilégiées, d'autres qui sont bannies entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne vous donneront pas de points supplémentaires et vous ne pourrez pas les exercer parce que ce sont des professions réglementées. Par exemple, architecte, par exemple, médecin, etc. Il faudra que vous refassiez tout un tas de démarches qui peuvent prendre des années. Il faudra que vous repassiez des stages, que vous refassiez des écoles, etc. Bon, par contre, en l'occurrence, pour les métiers que vous, en particulier, vous avez, qui sont très liés, on va dire, à l'informatique en règle générale, l'informatique, télécom, etc., ne vous inquiétez pas, vous arriverez et vous trouverez du boulot même avant d'arriver, tellement il y a de la demande. En particulier, effectivement, dans les villes comme Montréal, mais vraiment absolument partout. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Expérience canadienne ou québécoise à acquérir, c'est-à-dire la fameuse flexibilité de tout à l'heure. Il faut effectivement s'attendre à devoir recommencer plus bas que ce qu'on était en France. Si jamais vous aviez déjà un métier en France, attendez-vous à d'abord faire vos preuves. Si vous savez faire le café et passer le balai, très rapidement, vous allez pouvoir monter en grade. C'est un exemple un peu absurde, mais globalement, c'est l'idée. Je tiens aussi à vous prévenir qu'il faut avoir une certaine capacité financière parce que le gouvernement va vous demander, quand vous allez arriver, à avoir une capacité financière qui vous permet de tenir pendant plusieurs mois, voire jusqu'à 1 an. Donc, il faut prévoir le coût. Renseignez-vous en ligne. On a beaucoup d'informations sur combien coûte la location d'un logement, par exemple. C'est un peu plus difficile d'acheter tout de suite, mais vous pourrez acheter assez rapidement si jamais vous avez l'intention de vous établir ici. Mais en l'occurrence, il faut quand même une capacité financière. Moi, je dirais qu'il faut au moins 10 000 $ par personne. 10 à 20 000 $, c'est très bien, ce qui vous permettra de tenir sans travailler pendant au moins 6 mois. Il faut savoir que tout est beaucoup moins cher ici en termes de logement. Là, ça n'a rien à voir avec la France ou avec Paris. En l'occurrence, je ne sais pas quels sont les loyers à Toulouse ou à Albi, mais ici, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Hein. Donc, vous regarderez sur le web.
c'est intéressant. Je parlais d'être flexible. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Équilibre travail-famille. Voilà. Concernant la job, un élément important qui est vraiment très intéressant et que les gens apprécient beaucoup ici, c'est que c'est 9h, 17h. À 17h, à 17h15, il n'y aura plus personne dans les bureaux. Donc, ça change beaucoup de la France. Et en l'occurrence, quand on fait des heures supplémentaires, c'est souvent parce qu'on est, comment dire, on est traité d'incompétent. Donc, en l'occurrence, on s'arrange pour ne pas en faire. Il y a une assurance emploi. Hein, là, on parle de la job, il y a une assurance emploi. Donc, l'idée, c'est que oui, il y a une assurance emploi, vous pourriez vous y inscrire si jamais vous tombez au chômage. Mais le mieux ici, c'est de rebondir. Les gens font surtout ça. Première chose à faire avant de s'inscrire, ils rebondissent. Voilà. Donc, ça, c'était des petites choses pour vous prévenir. On a parlé des visas, j'en reparle un tout petit peu. Il y a différents types de visas, donc qui sont plus rapides à obtenir. Évidemment, un visa de voyage, c'est un visa de tourisme. Ça s'acquiert simplement en mettant le sol sur le territoire. Vous pourrez rester ici pendant 3 mois, renouvelable 3 mois. Donc, ça vous laisse le temps largement de visiter, sans faire aucune véritable démarche administrative. Et puis ensuite, des visas pour travailler, il y a différents types de visas. Il y a effectivement obtenir la résidence permanente. Ça, je disais, ça prend peut-être une petite année de l'obtenir, donc il faut quand même faire des démarches assez longues. Mais par contre, si vous voulez venir plus rapidement, vous pouvez aussi être étudiant en même temps. Donc, étudiant et travailler pour payer vos études. Il y a ce type de visa. Puis, il y a également, si vous êtes plutôt vacancier, vous pourrez voyager tout en travaillant aussi. Si vous n'obtenez pas ces visas, vous n'aurez pas le droit de travailler. Je vous invite d'ailleurs à ne pas vous mettre dans l'illégalité parce que ça veut dire que vous seriez définitivement banni une fois qu'on vous aura déporté. C'est comme ça qu'on dit ici. Quand on vous expulse, vous êtes déporté. Drôle de nom hein, pour les Français, mais drôle de mot. Mais en l'occurrence, il y a cette idée de ne pas vous mettre dans l'illégalité parce qu'après, vous ne pourrez plus jamais revenir. Donc, c'est moins drôle, évidemment. Toujours est-il que, encore une fois, le site canada.ca fera très bien la job, comme on dit, c'est-à-dire vous aurez toutes les informations mises à jour. Ça change régulièrement, je ne les ai pas détaillées ici parce que justement, ça change quasiment à chaque évolution politique. Donc, bon, voilà. Dernier point quand même sur le salaire. Le salaire, la moyenne au Canada, c'est 40 à 50 000 dollars canadiens. Un euro, c'est 1,50 $. Voilà. Donc, juste pour vous prévenir que oui, tout est un peu moins cher, mais vous serez un peu moins riche qu'en France, en l'occurrence. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre voilà. Le taux de chômage est très faible. Hein, je voulais dire que le taux de chômage en ce moment au Québec est plutôt de 5%, 5-6%. Donc, c'est quand même très faible. Évidemment, avec la pandémie, il y a eu une forte poussée, mais depuis, on a récupéré l'ensemble des emplois qui avaient été perdus. Donc, ça démontre que c'est un environnement extrêmement dynamique. Donc, il y a ça. Et ensuite, parmi les métiers, j'avais listé informatique, infirmière. Ça, par exemple, c'est des métiers qui sont très en demande. Il y en a toute une liste. La liste est sur canada.ca. Il y a une liste longue comme le bras. Voilà. Je voudrais juste faire donc maintenant à nouveau un point pour continuer sur ce marché du travail. Il faut savoir que quand on arrive ici, le marché est considéré comme globalement nord-américain. Okay, on n'arrive pas dans une petite région, on arrive vraiment ici en Amérique du Nord. Donc, il va falloir s'attendre à ce que, même si on parle le français, on parle beaucoup le français au Québec, et on le parle aussi quand même pas mal au Canada, en gros, il va falloir souvent parler aussi l'anglais. Donc, ça va faciliter énormément de choses, surtout si vous avez des métiers qui sont en réseau. Par exemple, dans l'informatique, beaucoup de gens travaillent de chez eux, surtout en ce moment évidemment, mais même sinon habituellement, et ils peuvent travailler avec la Silicon Valley, avec Vancouver, avec le Texas, et donc vous allez, on va dire, beaucoup travailler en anglais,
quand vous ferez ce type de réunion. Vous allez aussi très facilement voir des clients aux États-Unis ou dans le Canada anglophone, le reste du Canada, comme on dit. Donc, il faut savoir que c'est quand même un atout d'être bilingue. Rassurez-vous, vous allez pouvoir vivre en français. Vous allez pouvoir vivre en français pratiquement partout, et notamment au Canada. Mais évidemment, c'est le Québec et le Nouveau-Brunswick qui sont les deux provinces majoritairement francophones. Ensuite, on pense toujours que le travail ici, le Canada, c'est les bûcherons et puis le pétrole. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de bûcherons, il y a beaucoup de pétrole, mais il n'y a pas que ça. Franchement, on est une économie extrêmement dynamique, mais aussi extrêmement de pointe. L'intelligence artificielle, c'est l'une des spécialités de Montréal. C'est même l'un des grands lieux de l'intelligence artificielle dans le monde. Mais c'est aussi une ville aéronautique, par exemple. C'est l'une des 4 grandes villes aéronautiques avec Toulouse, Seattle et puis l'autre, c'est Wichita. Donc voilà, c'est des villes qui sont quand même très, très développées à ce niveau-là. C'est une ville de télécom aussi, mais le Canada est très développé en télécom, en biotechnologie. Les jeux vidéo, c'est aussi très fort, le cinéma. Il y a beaucoup de films, vous n'êtes pas au courant, mais qui sont tournés ici et qui sont censés se passer aux États-Unis, par exemple. Énormément, beaucoup plus que vous pourriez l'imaginer. Ça n'arrête pas de tourner. Bon, et puis, il y a évidemment des industries lourdes et l'automobile. L'automobile, c'est plus autour de Toronto. Le pétrole, c'est évidemment dans l'ouest, mais également dans l'est. Le pétrole, il est, disons, pas très propre puisque c'est un pétrole bitumineux, évidemment, qui a une très mauvaise réputation. Mais on fait aussi des mines avec de l'or, des diamants, de l'agroalimentaire. Bref, c'est complètement diversifié, c'est très dynamique et c'est complètement intégré États-Unis-Canada. C'est la même chose, c'est les mêmes marques, c'est les mêmes entreprises, on construit une usine là, bref. Donc, c'est totalement intégré. C'est pour ça que je disais que le marché du travail était vraiment nord-américain. Et comme c'est nord-américain, du point de vue d'ici, c'est un calibre mondial, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher partout dans le monde entier. Voilà. Évidemment, il n'y a pas que les industries ou les technologies, hein. Il y a aussi beaucoup de commerce, beaucoup de services, il y a des services publics, etc. Il faut savoir une chose, par exemple, en tant qu'immigrant, vous pourrez très facilement trouver du travail dans les services publics, dans les ministères. Il n'y a pas de nationalisme à ce niveau-là. Au contraire, même, on vous engage à vous intégrer. Donc, c'est quand même assez facile de ce point de vue-là. Également, une chose très facile, c'est de monter son entreprise. Énormément de gens ont une entreprise, une petite entreprise, en plus de leur métier. Probablement pour gagner un peu plus d'argent, évidemment. Et puis, ça s'appelle les travailleurs autonomes, mais vous pourrez aussi posséder des entreprises ou investir dans une entreprise. D'ailleurs, si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez même obtenir un visa d'immigrants investisseurs. Ça facilite beaucoup les choses, mais il faut 200 ou 300 000 $. Voilà, il faut le savoir. Ah oui, je revenais sur le taux de chômage, juste pour vous prévenir qu'effectivement, il a beaucoup baissé ces derniers temps. Mais l'année dernière, il était bien meilleur encore, évidemment, hein, puisqu'on n'avait jamais connu ça depuis qu'on fait des statistiques. Toujours est-il que là, le dernier taux de chômage, c'est le mois de février, c'est 8% au Canada, 8,2 et 6,4 au Québec. Voilà, l'année dernière, c'était 4,5. Voilà, juste pour vous indiquer, avant la pandémie. Et on est en train de baisser à nouveau, donc commence à y avoir une pénurie de travailleurs. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. On va parler d'autre chose que de la job. On va parler de la langue. Et oui, la langue, c'est la semaine de la francophonie. Et donc, on parle français. Enfin, on parle français. On est au Canada francophone. Tout à l'heure, on donnait des chiffres. J'ai un slide sur les chiffres. Tu vois, un slide, c'est bien. Je ne sais même pas comment on le dit en français, donc c'est très malin, bravo. J'en ai un sur les chiffres que je vous présenterai tout à l'heure. Toujours est-il qu'on voit qu'on pousse sur la clutch et on pousse sur le muffler, mais c'est très important de parler le français. Ça, si vous allez dans un garage, vous n'allez rien comprendre. En tout cas, il faut savoir que pourquoi est-ce que le français est devenu très, très important ici, c'est que dans les années 77-78, il y a eu une loi pour réglementer l'usage du français. Auparavant, tout était marqué en anglais et les Français étaient vraiment considérés comme la 5e roue du carrosse, y compris au Québec même. Toutes les institutions étaient en anglais, tout le monde, quand on allait chez le juge, c'était en anglais, etc. Et donc, il fallait absolument que tous les Français
jusqu'aux plus pauvres, parlent l'anglais. Et puis, ils se sont rebellés, ils ont élu le Parti québécois qui, lui, était indépendantiste, a tenté d'ailleurs plusieurs fois d'être de l'indépendance du Québec, de faire comment on appelle ça, des référendums, et ça n'a pas fonctionné, mais en l'occurrence, cette loi, aujourd'hui, elle est importante parce qu'elle nous permet de vivre en français partout. Donc, on peut demander partout au Québec à vivre en français. Il y a aussi des lois au Canada pour pouvoir être servi en français, en tout cas dans la langue de son choix, l'une des 2 langues officielles. Il faut savoir qu'il y a des francophones quand même un petit peu partout, mais il y en a environ 7 millions et demi au Québec de francophones, plus 1,5 million d'anglophones, et un petit peu plus, donc sur les 8 600 000 habitants du Québec. Tout le monde n'est pas francophone, mais voilà, il y a quand même une grosse partie des francophones du Canada qui sont au Québec, évidemment, mais pas seulement, puisqu'il y a la moitié des gens du Nouveau-Brunswick qui sont francophones, un petit peu moins, je crois, et puis il y a quand même entre 500 000 et 1 million d'Ontariens qui sont francophones, beaucoup à Toronto, Ottawa, qui est une ville officiellement bilingue aussi, et puis dans le nord de l'Ontario. Et après, quand on va dans l'ouest, il y en a beaucoup, beaucoup moins. C'est vraiment quelques pourcents, 2 à 4% selon les provinces, avec quelques poches, comme par exemple à Winnipeg, une petite dizaine de pourcents de francophones depuis toujours. Voilà, donc qui vivent en français et qui se battent pour vivre en français. Voilà. Concernant donc toujours la langue, il y a, quand on arrive ici, c'est un petit peu drôle, les premières interactions sont toujours « Ah, mais toi, tu es un Français de France ». Attention, un Français de France, et tu parles l'anglais tout le temps, en fait. Et oui, effectivement, on dit parking et on va faire du shopping. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup d'anglicismes ici, il ne faut pas se leurrer, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, ça va être assez rigolo, vous allez pouvoir en rire. C'est souvent une manière de briser la glace, puis la glace ici, on en a quand même un petit peu. Voilà, donc il y a des anglicismes, évidemment, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous allez vite vous en rendre compte quand vous arriverez ici. Parfois, les expressions sont difficiles à comprendre. J'en ai listé un petit peu ici, qui sont assez rigolotes. D'autres où il faut faire attention, on le verra aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est vous qui avez un accent en arrivant ici, donc un accent de maudit français. Voilà, vous êtes des maudits français. Il ne faut pas l'oublier. Restez humble face à ça. Voilà. Parmi les expressions rigolotes, tout à l'heure, je disais ma blonde. Non, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je suis venu avec ma blonde. Ma blonde, c'est ma femme, en gros. C'est aussi ma copine, ma petite amie, etc. C'est ma blonde. Chum, c'est l'inverse. C'est mon copain. C'est mon chum. Entre les filles, d'ailleurs, c'est ma chum. Bref, c'est un petit peu compliqué. Un char, c'est une voiture. Voilà, donc tu prends ton char pour aller faire les courses. Et puis évidemment, il y a quelques jolies expressions fleuries que nous on trouve très poétiques, mais qu'ici il ne faut pas dire parce qu'on va ouvrir les yeux comme ça. C'est tabarnak, par exemple. Ça, c'est vraiment le pire que vous puissiez dire. Hein, c'est les insultes. Tabarnak. Mais bon, bref, voilà. Il y a aussi hostie. Vous pouvez panacher, hostie de calice de tabarnak. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très, très, très fort. Évitez de le dire devant quelqu'un sans bien le connaître. Hein, sinon, il risque de vous taper dessus. D'autres termes comme magasinage, vous n'entendrez jamais personne dire shopping. Un sous-marin, c'est un sandwich. Il n'y a pas de sandwich ici, il n'y a que des sous-marins. Il y a le mot hambourgeois pour les burgers, mais je vous dirais qu'on le voit de moins en moins. Maintenant, les gens savent tous ce que c'est qu'un burger ici. Ensuite, bon, j'avais mis maringouin parce que des maringouins, il y en a ici, c'est les moustiques. Des moustiques et des mouches noires. C'est pas parce qu'on est dans le Nord qu'il n'y a pas de moustiques. Il y a beaucoup, beaucoup de moustiques. Vous en saurez quelque chose dès que vous sortirez dans les forêts et dans les montagnes à partir du mois de mi-mai jusqu'à mi-juillet à peu près. Là, vous allez souffrir, donc vous saurez ce que ça veut dire et vous vous protégerez. Voilà. C'est plate, effectivement, qui est ça. Je le disais, je le vois là, c'est plate. Ça veut dire que c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis après, il y a des tas de choses comme Hawaï, ça veut rien dire, mais vous l'entendrez tout le temps. La tuque, c'est le bonnet qu'on met sur la tête l'hiver, sachant qu'on a quand même un hiver ici.
Et puis, maudit, c'est comme ah, maudit, ma bagnole est tombée en rade là. Ça, ils diront pas ça parce que ça, c'est moi qui le dis en tant que Français, mais voilà. Et puis, pour finir, quelque chose qu'on a beaucoup qui s'appelle la marde blanche. Ça, c'est quand on arrive à la fin de l'hiver, c'est-à-dire comme en ce moment au mois de mars, qu'on a encore un paquet de marde blanche dehors, à savoir de la neige. Et ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'hiver, on en a un petit peu marre. Mais il n'y a pas que l'hiver. Il n'y a pas que l'hiver. J'en parlais un petit peu après. Je vois qu'il y a des questions, mais je répondrai aux questions un petit peu à la fin, évidemment. Là, je continue sur la culture. J'ai fait un focus, on va dire, sur les Québécois, mais en réalité, c'est quand même le Canada francophone. Mais les Québécois sont effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Alexis, des Américains qui parlent le français. Ce ne sont pas des Français qui vivent en Amérique. Donc, c'est vraiment une différence majeure de culture. Ici, on est américain, on est même nord-américain. Le Canada, on ne considère pas que les États-Uniens sont les seuls à être américains. Non, non, tous les gens qui vivent dans les Amériques sont des Américains, y compris les Canadiens. Donc, on est des Américains qui vivons comme des Américains, mais avec la langue française. Effectivement, les chiffres sont, je vais le détailler un petit peu plus loin, mais les chiffres sont de cet ordre-là, à savoir 350 millions d'anglophones et 10 millions de francophones au Canada, 10 millions aussi de locuteurs francophones aux États-Unis. Bref, on va en voir un peu plus loin. Dans la culture, une chose importante ici, je saute du coq à l'âne comme ça, les gens sont beaucoup, beaucoup plus dans le consensus. Ici, c'est primordial. Vous n'entendrez jamais personne crier sur quelqu'un dans une entreprise. C'est quelque chose qui ne se peut pas. Ça ne se fait pas. Vous n'allez jamais voir quelqu'un frapper un enfant, ni même gueuler sur un enfant dans un magasin. Ça n'existe pas ici. Si vous faites ça, il va y avoir 10 téléphones 911 qui vont appeler et les flics vont débarquer dans les 3 minutes. Ne le faites pas. Donc effectivement, contrairement à la France qui est beaucoup plus critique, avec un esprit critique, etc., ici on est dans le consensus. Voilà. Ensuite, le multiculturalisme dont je parlais, c'est un pays d'immigration. Beaucoup, beaucoup d'immigrants qui viennent de partout dans le monde. Donc, d'où ce consensus, ce besoin de consensus. Le multiculturalisme, il est quand même très concentré dans les très grandes villes. Vancouver, Montréal et Toronto, c'est les principales zones multiculturelles. Si vous atterrissez à Montréal, vous allez tout de suite vous en rendre compte, vous baignez dans le multiculturalisme. Et c'est d'ailleurs assez salvateur, je trouve. Ça nous permet de relativiser, nous, en tant que Français, qui arrivons avec notre esprit critique et puis nos envies d'en découdre. On arrive au Canada et tout d'un coup, ça pèse, entre guillemets. Je vous invite d'ailleurs à ne pas être trop français de France, parce qu'ici, ils sont considérés mais un peu beaucoup, comme souvent condescendants, chialeux, comme on dit, c'est-à-dire grognons, mais également avec une espèce d'air supérieur, et ce qui peut être perçu comme arrogant, même malgré vous. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça, un petit peu se surveiller, entre guillemets. Mais les autres vont aussi souvent vous le faire ressentir. Donc, quand vous échangerez, vous allez très rapidement pouvoir vous détendre. Bon, par contre, il faut savoir que la culture est très, très branchée sur les États-Unis pour tout ce qui est musique, film, etc. On est beaucoup plus branché sur les États-Unis ou le Canada anglophone que sur la France. Très difficile d'avoir, par exemple, la télévision française. Bon, il y en a un petit peu ici ou là, mais enfin, vous allez très rarement en entendre parler. Donc, à vous de vous connecter, de vous brancher sur la France si vous voulez en apprendre plus, parce qu'ici, on ne va pas vous en offrir beaucoup. Il y a une culture qui est très, très Netflix, avec très peu de films qui ne proviennent pas d'Amérique du Nord. Enfin bon, avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile, évidemment, maintenant. Il faut savoir une chose importante ici, c'est que les gens s'amusent. On aime s'amuser. Alors ça, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'amusent. Sachant qu'on finit à 17h, le soir, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de temps. On n'a pas que la famille. On peut donc faire des tas de choses. Par exemple, c'est ici qu'on a inventé la motoneige.
C'est aussi la même compagnie qui a inventé la moto marine. Donc, c'est des marques Skidoo, Sea-Doo, etc. Et ils sont numéro 1 dans le monde. Et c'est encore fabriqué ici, entre autres, mais en l'occurrence. Donc, tout ce genre de choses, on aime sortir. On reste pas enfermé. On s'amuse, etc. On va dans les parcs nationaux. Il y a des très grands parcs qui sont magnifiques. Et puis, par exemple, on fait du traîneau à chien. C'est quand même assez répandu. Évidemment, on ne vit pas tout le temps comme ça, mais quand vous allez vous balader dans les banlieues, vous verrez qu'il y a une voiture, un pick-up et une motoneige devant chaque maison. Voilà, c'est un petit peu rigolo. Bon, une autre petite chose à savoir, c'est qu'on est dans un pays quand même très grand et sauvage. On ne s'en rend pas très compte, mais quand on arrive dans les grandes villes, mais dès qu'on sort des grandes villes, on arrive dans les forêts et c'est quand même le pays des ours. Voilà. C'est à peu près le seul animal qui soit vraiment dangereux. Il n'y a pas vraiment de serpents, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas dangereux. Par contre, il y a des ours. Alors les ours en particulier ne sont pas très dangereux. Souvent, ils nous évitent. Mais enfin, on risque d'en rencontrer, donc il faut juste se méfier, etc. Quand vous irez dans les endroits où il y a des ours, généralement, on vous préviendra. Mais voilà, évidemment, il y a ce fameux ours blanc, l'ours polaire, qui est dans le Grand Nord. Là, c'est très différent, et c'est d'ailleurs le seul animal, je crois, au Canada en tout cas, qui chasse spécifiquement l'homme pour le manger. Rassurez-vous, ça arrive pratiquement jamais. En tout cas, il y a des ours, c'est le pays des ours, donc il faut toujours être sur ses gardes, il faut toujours se méfier. Mais voilà, c'est l'une des spécificités du pays. C'est quand même relativement sympa, on va dire, comme animal, si on reste assez éloigné. Des ours noirs, des grizzlies, des ours blancs, des ours bruns, etc. Il y a aussi des baleines qui, elles, ne sont pas du tout dangereuses. Bref, c'est un pays de grands espaces. J'espère ne pas trop m'égarer. En l'occurrence, je vais parler un tout petit peu pour rigoler sur les choses à ne pas faire, tant qu'à faire. Parce que c'est très mal perçu ici, et souvent quand on est français, on aime bien reprendre les gens, etc., corriger les fautes. Alors ça, faites pas ça, parce que vous allez tout de suite être mal noté, mal vu, mais en l'occurrence, vous allez en voir des fautes d'orthographe, c'est impressionnant. Donc, les si j'aurais su, j'aurais pas, alors ça, c'est dans une phrase sur deux. Jamais vous allez entendre un Québécois ou un Canadien parler d'aéroport, mais ça c'est un aéroport. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui sont rigolotes, et puis finalement, qu'il faut éviter de reprendre parce que vous n'allez pas gagner. Voilà, vous n'allez pas gagner. Ensuite, autre chose, ne faites pas tout, ne comparez pas tout avec la France. Ou avec comme chez vous, parce que moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Non, t'es pas chez toi, tu dis rien, tu fais comme nous on fait, ou sinon tu te tais. Voilà, en gros, il ne faut pas faire ça, ou le moins possible évidemment, encore une fois, si vous voulez être relativement bien accepté. Une autre expression rigolote que j'ai mis ici, parce qu'elle est quand même assez... Elle est souvent utilisée par les Français. On va chercher ses gosses à l'école. Là, on ne fait pas ça parce que les gosses ici, c'est les couilles. Donc, je ne vous dis pas évidemment le genre de quiproquo que ça peut induire. Voilà. Autre chose à ne pas faire, essayez d'imiter l'accent ou de rire de l'accent. On voit souvent des films français qui sont avec des Québécois ou des Canadiens, et des fois, ce ne sont pas des vrais Québécois qui parlent, qui font le personnage, qui jouent le personnage, et c'est une catastrophe. Voilà. Donc, les gens n'aiment pas ça du tout. Le faites pas, parlez français de France, vous inquiétez pas, les choses vont venir petit à petit. Autre chose assez importante finalement à ne pas faire, c'est de draguer comme un Français, quoi, comme on dit ici, c'est-à-dire type Latin lover. Là. Ça va être très, très mal perçu, ça va même être souvent assimilé à du harcèlement sexuel. Donc, il faut savoir ici que c'est plutôt les filles qui sont entreprenantes, plus que les garçons. Et voilà, si c'est non, attention, ça veut vraiment dire que c'est non. Donc, si vous ne voulez pas vous attirer des ennuis, évitez de draguer parce que c'est vraiment très, très lourd. Après, débrouillez-vous pour trouver l'âme sœur. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, souvent, les étrangers sont très, très appréciés, des jeunes filles comme des jeunes hommes. Donc, vous trouverez le truc. Voilà. Et puis, dernière petite chose un peu rigolote, c'est traversez pas en dehors des passages piétons parce que ça se fait pas et vous allez prendre un ticket, comme on dit, c'est-à-dire une amende. Voilà, c'est un peu étonnant, mais voilà. Enfin, une fois que vous aurez pris une amende,
vous aurez évidemment vécu l'expérience et peut-être vous ne recommencerez pas. Ah là là. Pourquoi est-ce qu'on choisit le Canada? Moi, pourquoi je l'ai choisi? D'abord parce que c'est effectivement des paysages grandioses. J'ai visité le Canada et même les États-Unis en long, en large et en travers depuis 20 ans que je suis là et j'adore toujours autant. Voilà. Donc le Canada, c'est les grands espaces, des paysages grandioses. Mais j'aime aussi beaucoup les gens. Les gens sont vraiment très sympathiques. Ils ont une nature très, très optimiste. Ça change de la France. Je peux vous le dire, ça change de la France. Il y a une espèce de bienveillance aussi. Si vous faites tomber votre portefeuille, quelqu'un va le ramasser, va vous le ramener. Là. Votre cellulaire, enfin votre téléphone portable, on appelle ça un cellulaire ici, ça va être la même chose là. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment de ce point de vue-là beaucoup de bienveillance. C'est une belle qualité de vie, mais comme en France, il y a une très belle qualité de vie quand même. C'est des pays riches et c'est surtout très sécuritaire. Les jeunes femmes, en l'occurrence, peuvent rentrer à pied à n'importe quelle heure, n'importe où. Il y a vraiment une très grande sécurité. Montréal est la grande métropole nord-américaine la plus sécuritaire d'Amérique du Nord. Voilà. Donc il y a très peu de délinquance, très peu de meurtres ou de ce genre de choses. Là, c'est pas du tout Chicago. Là, hein, ça, voilà. Je disais qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire, des activités à l'appel été comme hiver. Hein, on sort beaucoup l'été, on sort beaucoup l'hiver. Il suffit juste de s'habiller. Et puis, il n'y a pas que l'hiver au Canada, il faut le savoir. Ensuite, il y a un mode de vie qui est à l'américaine. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Hein. C'est un mode de vie qui est très, très ouvert, qui est très libre. Voilà, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et puis surtout, il y a une facilité de vie qui est la vie à crédit. Voilà, quand vous avez une carte de crédit, eh bien, vous faites tout ce que vous voulez, vous payez avec votre carte de crédit, puis après, vous remboursez votre crédit, évidemment. Ça, quand même, ça facilite les choses. Et puis, ben, évidemment, pour moi, pourquoi le Québec et en particulier, pourquoi le Canada et en particulier le Québec? Parce que c'était l'Amérique en français, c'était plus simple pour moi, même si je parle l'anglais. Bon, voilà, c'était plus simple aussi pour travailler dans un premier temps. Voilà. Je vais vous donner quelques chiffres vite fait, histoire de vous remettre un peu les pendules à l'heure, mais bon, ça, vous trouverez notamment sur le site populationdata.net. Mais en gros, le Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés, donc c'est plus grand que l'Europe, toute l'Europe. C'est grand comme les États-Unis ou la Chine. Voilà, donc c'est quand même assez grand. Il n'y a que 4 habitants au kilomètre carré, donc on voit bien que c'est très peu peuplé. Par contre, il faut savoir que tout le monde vit au sud. Voilà, la bande sud, il y a à peu près 2 à 300 kilomètres au sud, enfin juste au-dessus de la frontière, et c'est là que vit pratiquement toute la population. Le Grand Nord, c'est très très difficile d'y aller, et puis il y a très peu de gens qui y vivent évidemment. Il y a environ 38 millions d'habitants, donc 8,6 millions au Québec. Au Québec, il y a 1 million d'anglophones, ils sont presque tous à Montréal. Les autres sont francophones et répartis un petit peu partout, notamment à Québec, qui est une autre grande ville. Voilà. La francophonie canadienne, c'est environ 10 millions de francophones d'un point de vue langue maternelle, et puis un peu plus de locuteurs, puisque la plupart des jeunes Canadiens sont obligés d'apprendre le français et l'anglais. Donc, la plupart sont susceptibles de se débrouiller en français, notamment chez les jeunes anglophones, et ça monte. Il y a de plus en plus de jeunes qui apprennent le français, souvent parce qu'ils sont attirés par Montréal, qui est une des capitales culturelles, sinon la capitale culturelle du Canada. Et donc, ça attire beaucoup, beaucoup d'étudiants qui aiment bien échanger, etc., et parler en français malgré tout. Voilà. Il faut aussi savoir, juste pour l'indication, qu'il y a environ 10 millions de francophones aux États-Unis. Donc, c'est pas rien non plus, mais c'est sûr qu'ils sont noyés dans le flot. Vous allez beaucoup plus rarement parler français en dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick quand même, il faut le savoir. Mais bon, c'est quand même faisable. Vous allez souvent tomber sur des gens qui comprennent et qui parlent le français. Enfin, c'est quand même plus rare. Voilà. Il y a un truc qui est assez rigolo, sinon, c'est le pays des lacs. Donc voilà, on ne sait même pas combien il y a de lacs, tellement il y en a. Puis il faut voir que c'est vraiment très, très grand. Et il y a une espèce de légende qui dit qu'il y a un lac par habitant. Bon, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui qu'on est 38 millions, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacs. Vous allez en trouver absolument partout. Des lacs, des rivières. S'il y a bien un coin dans le monde où il n'y aura pas de manque d'eau, c'est ici. Voilà. Petite anecdote aussi rigolote sur la taille du pays, à savoir que la distance Montréal-Vancouver, c'est la même que Montréal-Paris. Donc en gros c'est 5000 à 6000 km, plus ou moins là. C'est un raccourci évidemment, mais en l'occurrence, ça va vous prendre autant de temps d'aller à Vancouver que d'aller à Paris en avion, environ 6-7 heures de vol.
Et puis évidemment, vous allez pouvoir aller à Vancouver en voiture, ce que j'ai fait moi 2 fois, et c'est très long, ça prend 5 à 6 jours, mais c'est aussi très intéressant et très sympa de vivre ce road trip. Voilà. C'est aussi pour vous dire à la fin que c'est un pays riche, il fait partie du G7, un pays riche et industrialisé. Il a un PIB qui est quand même très élevé, c'est le 10e mondial. La France étant, je le rappelle, le 7e mondial, puisqu'elle est passée derrière l'Inde récemment. Voilà pour cette partie-là. On arrive presque à la fin. Quelques petites infos pratiques quand même, parce que voilà. Donc, évidemment, il y a des banques. Vous allez pouvoir très facilement arriver ici et vous inscrire auprès d'une banque. Vous choisissez une banque. Hein. Par exemple, l'une des plus connues, c'est Desjardins, qui est une banque coopérative et qui vous permettra d'ouvrir un compte, vous fournir une carte de crédit, etc., pour démarrer. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pourrez acheter facilement des choses. Il faut savoir qu'ils vont vous demander probablement d'arriver, de poser un chèque. Mais si vous posez un chèque, il va falloir attendre 21 jours avant qu'il soit transmis, donc c'est un petit peu compliqué. Disons que vous pourrez faire aussi un virement. Enfin, voilà. Au niveau des banques, ça ne pose pas un véritable problème. Ensuite, ici, on fait évidemment du magasinage. Bon, attention, il va falloir que vous réappreniez plutôt le magasinage, à savoir que ici, on ne trouve pas une casserole au supermarché, on achète un chaudron chez Canadian Tire. C'est un grand magasin qui vend des pneus. Et oui, mais ils ne vendent pas que des pneus, visiblement. Voilà. Autre petit détail à savoir, qui est quand même important, il faut rajouter les taxes. Dès que vous voyez marqué 100$ partout, ça ne vous coûtera pas 100$, ça vous coûtera 115$, en l'occurrence au Québec, et ce sera différent dans chacune des provinces. Mais globalement, il y a 5% de taxes fédérales, et puis chaque province ensuite détermine le montant de sa taxe. Au Québec, c'est 10%. Et puis en Alberta, il n'y a pas. Donc évidemment, les taxes sans quelque chose qui vaut 100$ vaudra 105$. Voilà, mais en l'occurrence, ça c'est en Alberta, c'est le seul lieu où c'est comme ça. Ils ont tellement de pétrole qu'ils sont très très riches. Bref. Ensuite, il faut savoir également qu'on fait des déclarations d'impôts, on en fait 2. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire 2 fois la même chose. Il y a une déclaration d'impôt au provincial et au fédéral. On est vraiment dans un pays fédéral. Voilà. Le fédéral, c'est Ottawa, c'est le Canada, et puis le provincial, c'est Québec, avec la capitale non pas à Montréal, mais à Québec. Également, une chose à faire, dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous offrir un service, il y a un pourboire. Évidemment, principalement dans les restaurants, bars, mais également quand vous allez vous faire couper les cheveux ou si vous prenez un taxi. Voilà, vous rajouterez un pourboire systématiquement. Autrement dit, quelque chose qui vaudra 100$, vous allez dans un restaurant, vous avez une facture de 100$, vous rajoutez 15$ de taxes, plus 15 à 20% de pourboire. Bon, attention, vous ne faites pas avoir, mettez le pourboire sur le hors taxe, c'est-à-dire à nouveau 15%, sinon vous allez payer plus, beaucoup plus, si vous prenez le total de 115 plus 15%. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas grave, vous le verrez très vite dans votre portefeuille. En l'occurrence, il faut donc prévoir que si vous allez au restaurant, ce ne sera pas 100$, mais 130. Voilà, ça change un petit peu la donne. Il est facile de conduire ici, évidemment, avec un permis. Vous pourrez utiliser votre permis français pendant quelques temps, au moment où vous arriverez, mais très très vite, je vous engage à faire les démarches pour obtenir un permis d'ici, c'est relativement facile, ou sinon avec un permis international. Voilà. Donc on peut, à partir de là, louer une voiture en tant que touriste, notamment si vous venez faire votre voyage exploratoire, vous allez louer sans aucun problème une voiture. Ça va coûter environ entre 30 et 40$ minimum par jour, à peu près. Voilà. Je parle en dollars canadiens, évidemment, qui sont différents des dollars US. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit $1,50 pour €1 à peu près. Vous verrez. Je voulais faire un petit hiatus sur la politique parce que, évidemment, comme partout, il y a de la politique. Mais en gros, ici, il faut savoir que le chef de l'État, c'est le gouverneur général qui est le représentant de la reine d'Angleterre. Voilà, donc c'est la reine d'Angleterre. Et oui, c'est un peu bizarre. Ensuite, on est dirigé véritablement par un Premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau, peut-être vous le connaissez. Ensuite, localement, dans chaque province, il y a un Premier ministre également avec un gouvernement. Donc, il y a plusieurs étages de gouvernement, plusieurs gouvernements, et je ne vous raconte pas que ça crée un sacré bordel. En tout cas, voilà.
il y a aussi une petite chose qui est un peu difficile à comprendre pour les Français, c'est qu'il n'y a pas véritablement de gauche et pas véritablement de droite. Voilà. C'est un petit peu au cas par cas, ça se mélange pas mal, et au sein même des partis, il y a des gens plus de gauche et d'autres plus de droite. Ce qui ne facilite pas non plus les choses, ni la compréhension politique des choses. En tout cas, en l'occurrence, dans les partis politiques, il y a en gros les libéraux, ensuite il y a les conservateurs, ensuite il y a les progressistes, et puis le Parti nationaliste québécois, qui lui est à la fois un petit peu tout ça, mais en version je veux être indépendant. Voilà. Je voulais faire un petit mot sur le climat, qui est important. Vous avez souvent l'image du Canada où il fait froid, très froid. Et c'est vrai qu'il fait très froid, mais en fait, l'été, il fait très chaud. Donc ici, en gros, c'est de plus 40 à moins 40. Donc l'été, je vais dans les extrêmes, parce qu'en réalité, c'est plutôt moins 20 à plus 30, plus 25-30. L'été, il fait chaud, il fait très chaud, c'est très humide. Et l'hiver, c'est très très sec et il peut faire très froid. Mais comme c'est très sec, on ressent beaucoup moins la problématique du froid. On a souvent l'impression qu'il fait moins froid qu'à Lille ou qu'à Paris ou en Bretagne en plein hiver, parce que même s'il fait moins 10 ou moins 20, eh bien, on s'amuse bien chaudement, l'air est très sec, il y a un grand soleil, et en fait, on est très très bien, on vit très très bien. Voilà, donc juste pour vous dire qu'il peut faire très chaud aussi, c'est pas juste ça. On conduit à droite. Ah oui, tout à l'heure, je parlais de conduire. Ici, on conduit à droite, évidemment, partout en Amérique du Nord d'ailleurs. Et les autoroutes sont limitées à 100 km/h maximum. Elles sont gratuites, mais c'est 100 km/h max. Vous allez voir, c'est pas facile et tout le monde va vous doubler si vous roulez à 100. Mais ne dépassez pas les 117 parce que c'est là que les flics vous prennent. Voilà. Donc à vous de voir. En tout cas, vous allez voir. On s'ennuie un petit peu des fois sur les autoroutes parce que 100 km/h sur des lignes droites qui font des fois 50 km de long, c'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Et enfin, je voudrais terminer sur les petits détails pratiques. Ici aussi, on a une assurance santé on appelle la carte soleil. Voilà, donc c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Quand on arrive, on s'inscrit à la sécurité sociale d'ici, c'est-à-dire l'assurance santé, et on est ensuite couvert. Quand on va chez le médecin, on ne paye pas. Quand on va à la pharmacie, on ne paye pas les médicaments, en tout cas les médicaments prescrits par le médecin. Il n'y a pas de paiement avec remboursement. Voilà. Donc toute la partie, si vous restez dans le service public, évidemment. Il y a des hôpitaux partout. Voilà, il n'y a aucun problème au niveau de la santé. C'est à peu près la même chose qu'en France. Et globalement, c'est un pays qui est très sain au niveau de son système de santé. Voilà, il n'y a pas plus de problèmes qu'en France, je pense. Juste quand on est dans la santé, une petite chose sur la Covid-19 quand même. Ici, ça s'appelle la Covid, hein, puisque c'est une maladie. Et donc, on peut toujours immigrer. Voilà, donc vous pouvez toujours venir. Même en ce moment, c'est faisable, même si les frontières sont fermées. D'ailleurs, les frontières sont fermées au voyage elles sont ouvertes au voyage essentiel seulement, mais vous pouvez quand même venir. C'est vous-même qui devez déterminer que c'est un voyage essentiel. Voilà. Donc, en gros, pas pour l'instant pour le tourisme, ça, ce ne sera pas possible, mais si jamais vous avez déjà fait des démarches, eh bien, vous pourrez les remplir et atterrir sans aucun problème et aller voir les services d'immigration en arrivant. Mais sinon, je vous demande encore de patienter quelques mois. D'ici quelques mois, les frontières vont ouvrir. On est en train de vacciner. Juste pour info, la distanciation ici, c'est 2 mètres. Voilà. Je crois qu'en France, c'est 1 mètre, mais ici, c'est 2 mètres. Il y a un couvre-feu actuellement. Donc voilà, qui vient d'être repoussé là, mais actuellement c'est 21h30. Bon, comme il fait souvent froid le soir, que tout est fermé, les bars, les restos, c'est pas très intéressant de sortir. Donc il y a un couvre-feu. Et attention, les amendes ici sont très très importantes puisque c'est environ 1 000 € d'amende. Voilà. Et si vous avez une petite soirée avec des amis, sachant que c'est totalement interdit, eh bien, si vous avez 10 personnes dans une maison et que quelqu'un vous a dénoncé et que les flics débarquent, ils ont le droit d'entrer dans la maison et ils vont mettre une amende à chaque personne présente. Donc, ça va vous coûter très cher la soirée. Ça arrive de temps en temps encore, malheureusement. Toujours est-il que les rassemblements privés sont interdits depuis septembre dernier, ce qui commence à peser un peu sur le moral. Mais ça va s'en venir, ça s'en vient, on commence à rouvrir petit à petit et sachant qu'on est en train de vacciner, ça nous donne des perspectives.
Juste pour info, on a eu environ jusqu'à présent 900 000 cas au Canada, 300 000 au Québec à peu près, 10 000 morts au Québec, 22 500 morts au Canada malheureusement. Voilà. Actuellement, en termes de vaccination, on est presque à 10% maintenant, hein, puisqu'on a dépassé aujourd'hui les 9%. Faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont déjà 22% à être vaccinés. Voilà, ça c'était les chiffres au 15 mars, évidemment, ça change chaque jour. Voilà. Actuellement, on a environ 7 nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants et par jour. Et d'après ce que j'ai vu, c'est environ 35 en France. Donc vous voyez qu'on est quand même nettement moins touché, entre guillemets. Voilà. J'ai fini. Maintenant, on va pouvoir passer à la période des questions. J'ai double-cliqué. Si vous avez des questions, et là, je pense que c'est Alexis qui va revenir. Voilà. Me revoilà. On va peut-être passer, juste avant les questions, si tu peux nous parler un petit peu de tes livres, puisque tu nous as décrit ton histoire et donc les livres que tu as écrits, une décennie canadienne. Et oui, un petit peu de promo. Un petit peu de promo. Oh, écoutez, j'ai écrit ça il y a maintenant quand même quelques années, c'était en 2016. J'ai parlé dans une décennie canadienne. Je voulais me lancer dans l'écriture. Donc, en fait, j'ai pris quelque chose de simple que je connaissais bien et j'ai fait un récit beaucoup autobiographique dans lequel je racontais tout ce qui nous est arrivé à moi et à ma blonde qui est là-haut en train de travailler en télétravail et qui sûrement nous écoute en tout cas. Et donc, voilà, vous y découvrirez en fait comment deux jeunes Français ont débarqué avec juste un sac à dos, parce que c'est le cas. On a débarqué en 2001 avec un sac à dos. Et puis, la découverte du Canada, la découverte du pays, l'installation dans une maison, etc. J'y détaille tout ça, et y compris d'ailleurs mon installation réelle avec la création, la construction de notre maison et toute cette aventure en fait, qui est une formidable aventure. C'est pour ça que malgré les petits déboires à gauche à droite, je considère que c'est une immigration réussie puisque nous sommes toujours très heureux d'être ici et on n'a pas pour l'instant l'intention d'aller s'installer ailleurs. Donc voilà, on sait qu'on vit très très bien ici, on est très heureux, on a des amis, quand on pourra les revoir ce sera encore mieux, mais voilà. Donc ça c'est pour une décennie canadienne, qui est un roman qui est disponible, pas tellement distribué en librairie, mais vous pouvez la commander si ça vous intéresse, aussi bien en ligne que dans votre librairie. Voilà, il est quand même distribué là en France et il n'y a pas de problème. J'ai également, comme je suis devenu écrivain grâce à ça, j'ai également écrit un autre bouquin, et cette fois-ci, ça n'a rien à voir, ça s'appelle Les morts sont des cons. C'est un thriller, un polar, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce genre. Alors, je me suis lancé dans l'écriture. Et cette fois-ci, il y a un autre style. Il est beaucoup mieux. Je ne sais pas si tu l'as lu, Alexis, mais parce qu'une décennie canadienne, bon, c'est moi qui l'ai édité, donc c'était pas super, et c'était mon premier. Celui-là, il est vraiment génial, je vous invite. Il est sorti en septembre, il est dans les librairies, allez-y, et s'ils l'ont pas, commandez-le quand même. Voilà. Il y a un autre qui est en cours d'édition, que j'ai envoyé aux éditeurs. Voilà. Très bien. Eh bien, Graham, je te remercie, on te remercie, IMT Minalbi, pour cette conférence. On a appris, c'était à la fois drôle et très instructif. C'était très pratico-pratique, notamment sur les amendes. Maintenant, on sait qu'il faut rouler à 117. C'est très précis. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais comme je suis l'animateur, moi, je vais m'autoriser à poser la première question. Parce que, comme tu le sais, la plupart de nos participants à la conférence sont des ingénieurs, en tout cas des ingénieurs en devenir. Oui. Donc, quels seraient les conseils que toi tu donnerais pour des jeunes ingénieurs français qui envisagent de faire le même chemin que toi, de parcourir le même chemin que toi, avec 20 ans d'écart finalement? Oui. Quels sont les atouts qu'ils peuvent faire valoir sur le marché du travail canadien? Alors, si vous êtes ingénieur ou jeunes ingénieurs en devenir, rassurez-vous, vous allez tous trouver du travail. C'est de la folie. Il y a 10 fois plus de demandes que de gens qui se présentent. Par contre, il faut savoir que le terme ingénieur ici est un terme bien particulier. Il va falloir vous inscrire à l'ordre des ingénieurs et ne s'inscrit pas qui veut. Mais vous allez pouvoir débarquer en disant « Je suis ingénieur, j'ai mon diplôme d'ingénieur en France » et rassurez-vous, c'est un très très bon passeport. Vous allez très rapidement pouvoir intégrer l'ingénierie canadienne et devenir ingénieur. Ça vous amènera évidemment à un autre niveau. Vous allez tout de suite démarrer
dans la vie, plutôt que de faire des job-ins, comme on dit, des petits jobs. Vous allez probablement pas fabriquer des burgers à la chaîne chez McDonald's. Donc, je vous rassure, en tant qu'ingénieur, vous êtes vraiment attendu. Vous êtes aussi très apprécié parce que j'ai 3 amis ingénieurs, 4 amis ingénieurs, 5 amis, j'ai que ça. Et je sais que les Français sont très très appréciés parce qu'ils sont beaucoup plus rigoureux souvent. Ils ont une très bonne formation. Je crois savoir d'ailleurs, si vous sortez de mine, alors là, c'est comme quand même l'un des summums. Et donc, non, non, ça va vraiment bien marcher pour vous. Vous allez même pouvoir trouver du travail avant même d'arriver ici, c'est-à-dire des entreprises pourraient vous contacter ou vous pouvez vous-même les contacter pour pouvoir trouver un job. C'est vrai qu'arriver ici avec déjà un job et un salaire qui va tomber, c'est vraiment super. Voilà. Et vous allez aussi avoir une aide pour les visas à ce niveau-là. Donc, Eh bien, justement, la première question que je vais diffuser, c'est: est-il simple de postuler et trouver un travail avant de partir, à distance donc? c'est toujours simple de postuler, c'est moins simple de trouver un travail, attention. Mais évidemment, les choses ont évolué très très rapidement depuis un an. Évidemment, avec la Covid, on fait beaucoup de choses à distance. Donc, que vous soyez en Floride, à Toulouse ou à Albi, pardon, ou bien dans la ville d'à côté, à Montréal, pas de problème, vous allez pouvoir échanger avec les gens qui embauchent. Donc oui, c'est faisable. Cherchez les jobs sur le web, trouvez les entreprises. S'il y a une entreprise qui n'offre pas d'emploi, n'hésitez pas à la contacter éventuellement, et elle va souvent, ils vont vous répondre et ils vont tout faire pour vous aider à venir, surtout si vous êtes justement, je le disais, ingénieur ou futurs ingénieurs. Et vous allez donc beaucoup plus facilement que d'autres trouver un travail, ça c'est sûr. Et donc c'est faisable à distance évidemment. Est-il Alors, obligatoire? une autre question, ouais, je vais les lire si tu veux. D'Aurélie: est-il obligatoire d'avoir déjà trouvé un emploi au Canada avant d'entamer des démarches? Non, absolument pas. On peut venir au Canada les mains dans les poches. Il faut évidemment se renseigner d'abord auprès de l'ambassade. Il y a 2 modes en fait d'immigration. Il y a l'ambassade et du Canada. Et selon la province qu'on choisit, disons si vous choisissez le Québec, vous aurez une facilité supplémentaire, surtout si vous êtes francophone. Ça vous donne comme des points de plus. Et donc le Québec et le Canada vont se mettre d'accord pour vous faire venir. C'est 2 fois plus facile, on va dire. Ceci dit, vous pouvez donc venir simplement avec un visa et trouver et chercher du travail une fois seulement que vous êtes arrivé. La plupart des gens font ça, en fait, en l'occurrence. D'accord. Eh bien, justement, par rapport à venir et chercher du travail, c'est ce que tu as appelé le voyage exploratoire. Ouais. Et Eric nous demande de combien de semaines conseillez-vous pour le voyage exploratoire? Alors ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais passé 2 semaines à peu près, un peu plus de 2 semaines, je crois, 2 semaines et demie, si mes souvenirs sont bons. Et je me demande si ça avait été suffisant. Évidemment, ça avait été suffisant pour moi, mais il faut bien comprendre que si vous voulez bouger un petit peu, ben c'est grand, c'est vraiment grand. Vous allez voir qu'on passe beaucoup de temps en voiture si on veut aller de Montréal, Québec, puis ensuite aller à Tadoussac, etc. Oubliez tout ce qui est train, par exemple. À part une liaison entre Montréal et Toronto, il faut 4 heures pour faire du train entre Montréal et Québec, alors qu'il faut 2 heures et demie en voiture. Donc, personne ne prend le train. C'est pas du tout comme en France. Mais donc, en gros, pour voyager et explorer, c'est bien de passer au moins une semaine dans la ville que vous choisirez, par exemple Montréal, évidemment, qui est quand même une des grosses villes d'arrivée. Mais sachez qu'il y a des travails un peu partout ailleurs, donc n'hésitez pas à vous déplacer et à aller voir les autres villes pour savoir si elles vous plaisent, si le mode de vie vous plaît. Québec est une ville quand même différente, évidemment Toronto, voilà, mais il faut savoir qu'il faut une journée pour se voyager entre chacune de ces villes. Donc en gros, moi je dirais qu'il faudrait au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Ouais. Et alors, une question que je ne vois pas, qui n'a pas encore été posée, mais qui fait sens à mon avis, c'est: est-ce qu'il faut absolument, en étant français, est-ce qu'il faut absolument considérer de s'installer à Montréal dans un premier temps, ou bien est-ce qu'on peut considérer d'autres villes comme Québec, mais peut-être des villes qui sont pas forcément au Québec, Gatineau, qui est en fait au Québec, mais qui est juste à la frontière d'Ottawa, ou bien le Nouveau-Brunswick dont tu as parlé, donc Moncton.
Ouais. Alors, on peut s'installer absolument là où on veut. Voilà. Donc, le Canada va vous, même en tant que Français, il va essayer de vous proposer de vous installer ailleurs qu'au Québec, parce qu'ils essayent d'augmenter de plus en plus le nombre de francophones hors Québec, puisque là, il est majoritaire évidemment au Québec, mais ils veulent augmenter la francophonie en dehors du Québec. Donc, c'est très facile grâce au Canada. Par contre, si vous avez un visa qui est comme sponsorisé, entre guillemets, par le Québec, il faudra au minimum vous établir au Québec, mais vous pouvez atterrir au Québec, vous établir quelques temps, quelques jours, quelques semaines, et ensuite, vous êtes totalement libre de vous installer là où vous voulez au Canada. Voilà. Il faut savoir par contre que les démarches administratives sont différentes selon les provinces. C'est pas la même assurance maladie, ce genre de choses, quoi. Mais il y en a dans toutes les provinces. Hein. C'est pas les États-Unis où il y en a pas. Tout est public, mais quand même, vous allez donc pouvoir vous installer là où vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'emplois qui sont recherchés et plus de difficultés à trouver des gens en dehors des grandes métropoles, évidemment. Voilà. D'accord. Alors, une question d'Alimatou. Le BTP fait-il partie des métiers pour lesquels il est facile d'obtenir du travail au Canada? Est-ce que tu Euh, sais? J'avoue que je ne sais pas, mais j'ai quand même des amis qui travaillent comme dans la construction, mais ils sont, ce sont deux ingénieurs qui travaillent dans le transport, en fait, en gros, dans l'établissement des routes, des rues, etc., les chantiers, bon, bref. Mais sauf qu'ils ont fini leurs études ici. Et ensuite, ils ont trouvé tout de suite du travail. Je ne sais pas si le BTP fait partie des métiers. Vous trouverez la liste des métiers sur canada.ca. Il y a des métiers qui sont facilement accessibles et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Mais je pense que selon le type de métier dans le bâtiment, je pense que c'est faisable de venir ici, effectivement. Il y a une demande. En tout cas, je le sais, il y a une demande. On est en pénurie de personnel actuellement à peu près partout au Québec et beaucoup quand même ailleurs au Canada, mais principalement au Québec. Alors, par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, le fait d'avoir un diplôme au Canada, forcément, avoir un diplôme canadien doit Ah ouais. faciliter d'autant plus l'arrivée sur le marché du travail. Par Ouais. rapport à ça, pour les élèves d'IMT Minalbi, sachez que le 12 avril à 11h15, on va organiser la DAI, la Direction des Affaires internationales, la demi-heure du double diplôme, précisément sur le Canada. On a 3 accords de double diplôme et un accord de second diplôme au Québec. Ça, c'est Donc bien. le 12 avril, je vais vous le noter dans le chat pour que vous l'ayez présent. Alors une autre question de Lola, est-il difficile ou long d'obtenir un visa d'études? Non, 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 c'est très facile. A priori, c'est très facile. En gros, on fait la demande, on remplit les papiers, on l'envoie et on peut l'obtenir. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas véritablement de coupure là, à ce niveau-là. En ce moment, disons que les Indiens d'Inde hein, ont plus de difficultés juste précisément en ce moment parce ils ont décidé d'arrêter l'importation d'étudiants indiens. Bon, voilà, c'est des histoires politiques. Mais en l'occurrence, pour la France ou pour la partie francophone, aucun problème pour obtenir un visa d'études. C'est d'ailleurs même très recommandé, par exemple, de faire une dernière année ici, même si vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur. Inscrivez-vous ici, comme ça vous permet de rencontrer des gens, de voir un peu les entreprises, et puis ça vous fait une expérience, en fait. Une expérience qui est quand même un peu de travail, si c'est une dernière année, une expérience québécoise et canadienne. Et c'est très important. Grâce à ça, vous obtiendrez beaucoup plus facilement du travail. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est assez facile. Alors, prochaine question de la Mia, qui en fait, ce sont deux questions. Est-ce que le Canada est ouvert pour les Français dû à la crise de la Covid? Et est-ce que notamment c'est ouvert pour les étudiants? On va nous poser la question aussi. Alors, ce que je sais, c'est que non, le Canada n'est pas ouvert pour l'instant pour visiter, ok, quel que soit le pays. Il n'y a pas le droit de venir au Canada, même les États-Unis, il n'y a pas le droit. Donc, il faut avoir un motif sérieux, impératif, essentiel, comme on dit. Il y a un certain nombre vous trouverez les infos aussi toujours sur canada.ca, mais il y a par exemple la famille, si vous avez un décès ou ce genre de choses, c'est possible. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas visiter le pays. Tout le Canada est fermé à ce niveau-là. Par contre, si vous avez un lien d'études, vous pourrez venir sans aucun problème parce que c'est un motif essentiel. Voilà. Euh, Après, il faut vraiment, c'est beaucoup au cas par cas. Et comme les choses évoluent chaque semaine,
c'est un peu difficile. Il faut vraiment suivre les choses, hein. Puis attention aussi, quand vous viendrez, si vous êtes accepté, il faut avoir fait un test auparavant. Quand vous arriverez, il faut un test. Ensuite, il faut obligatoirement auparavant avoir réservé un hôtel et ainsi de suite. Donc, avoir réservé un hôtel, ça peut vous coûter assez cher puisqu'il faut 3 jours, etc. Enfin, c'est minimum 3 jours dans un hôtel désigné par le Canada. Vous n'arriverez pour l'instant, il n'y a que les Montréal, Toronto et Vancouver qui sont des aéroports ouverts au niveau international. Ça peut vous coûter 2000 $ juste pour atterrir ici. Et si vous n'avez pas réservé votre hôtel auparavant, vous allez avoir une amende, etc. Bref, juste là, en ce moment, c'est compliqué. Mais on parle d'une détente à partir d'avril-mai, voilà, quand suffisamment de gens seront vaccinés. Donc peut-être qu'avant l'été, les choses vont revenir un petit peu à la normale. Et ça, à nouveau, ça va changer. Renseignez-vous bien parce que ce sont des choses qui évoluent tout le temps, quoi, tout le temps en ce moment. Alors justement, pour rebondir par rapport à la situation des étudiants, les facultés sont-elles ouvertes aux étudiants ou le distanciel est-il d'actualité pour les étudiants? Alors justement, je disais que les choses évoluent tout le temps. Jusqu'à la semaine dernière, c'était fermé pour les étudiants, sauf une journée par semaine et en présence. Et désormais, depuis cette semaine, un certain nombre de régions ont l'ouverture à 100% pour tous les étudiants. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça vient juste de changer. Est-ce que ça va à nouveau repartir dans l'autre sens? On ne sait pas parce que ça fait le yo-yo, hein. Par contre, sinon, en distanciel, comme on dit, c'est-à-dire sur Zoom et tout ça, il y a tout le temps, hein, il y a tout le temps eu, donc ça ne change pas. Ceci dit, je crois que les étudiants sont très contents de retourner en classe. Voilà. Donc là, ça vient de rouvrir cette semaine-là. Donc, à mon avis, c'est. On verra combien de temps ça dure. Ouais. Alors, la vie est-elle toujours, hein. Peut-être. La vie est-elle chère comparativement à la France? Alors non, moi je dirais que la vie est pas aussi chère que la France pour beaucoup de choses. Par exemple, les logements sont beaucoup moins chers. Bon, moi j'avais une expérience très centre de grande ville. Je suis un Parisien, j'ai fait mes études à Rennes, j'habitais dans le centre-ville. Enfin bref, donc oui, les choses étaient ce qu'elles étaient, relativement chères. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était pas cher. J'avais un grand appart pour 600 $. C'était en 2001. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué encore, mais ça reste beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc, non, c'est moins cher. Ce qui est cher, c'est les voitures. Je ne sais pas si l'essence est chère ou pas, parce que je n'ai pas eu de voiture pendant 20 ans. Donc, je sais qu'elle est à 1,20 $ en ce moment, le litre. Je ne sais pas à combien il est en France. Je sais aussi que selon ce que vous mangez, ça va être plus ou moins cher. Si vous prenez des choses comme du beurre, qui est beaucoup moins utilisé ici, c'est très cher le beurre. Mais bon, il y a plein d'autres choses qui sont moins chères. Un burger ou 2 litres de coca, c'est comme 1 $, quoi. Donc, voilà, c'est pas pareil. En effet, niveau culinaire, c'est plus proche de l'Amérique que de l'Europe. C'est complètement l'Amérique. Ouais. Une question d'Antonin qui ne comprenait pas pourquoi il faut faire ses preuves absolument. Si on a un job en France, pourquoi est-ce qu'on devrait descendre en grade? Alors ça, c'est peut-être une question à mettre en perspective. Sur le marché du travail, souvent on parle du diplôme versus l'expérience. Ouais. Qu'est-ce qui prime au Canada? Ce qui va primer au Canada, c'est l'expérience. C'est hors de tout doute. Vous aurez beau avoir un beau diplôme, quand vous allez arriver, vous allez d'abord faire le café. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous savez bien faire le café, ça veut dire que vous saurez normalement bien faire votre métier. Évidemment, c'est extrême, vous n'allez vous attendez pas à faire le café quand vous êtes là, surtout si vous êtes ingénieur et que vous arrivez en tant qu'ingénieur. Mais a priori, vous allez d'abord devoir faire vos preuves parce qu'il y a un certain temps d'adaptation. Il y a aussi des temps de, comment on appelle ça, 6 mois, 3 mois à 6 mois d'essai avant d'être définitivement dans votre emploi. Et puis même une fois que vous êtes dans votre emploi, si vous n'êtes pas bon, on va pouvoir vous virer du jour au lendemain. Il y a pas de, et vous allez retrouver un job du jour au lendemain. Donc en gros, oui, il faut faire ses preuves, c'est-à-dire attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. On va probablement pas vous dire que ça y est, toi tu sais tout faire, c'est bon, et on va tout de suite te donner beaucoup de travail. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça. D'abord, effectivement,
falloir que vous fassiez, même si vous avez déjà un job en France. Un exemple simple, ma conjointe était, ma blonde, hein, comme je disais tout à l'heure, ma conjointe était directrice générale d'une entreprise en France. C'était pas une grosse entreprise, mais c'était une petite entreprise quand même, avec quelques dizaines d'employés. Quand on est arrivé ici, il a fallu qu'elle fasse du phoning, comme on dit en bon français, pour 8 dollars de l'heure pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, comme elle était très très bonne dans son phoning, elle a pu décrocher un autre job qui était 2 fois mieux payé. Et un mois plus tard, elle a décroché un autre job qui était à nouveau 2 fois mieux ou 3 fois mieux payé et qui correspondait, elle n'était pas directrice générale, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Au bout de 3 ou 4 ans, elle a obtenu ce nouveau poste de directrice générale d'une division d'une grande compagnie ici. C'est un peu comme un conte de fées, mais en l'occurrence, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ça, quand même, ça arrive assez régulièrement. Il faut être capable de redescendre, sinon vous risquez d'attendre la bonne job pendant des mois, voire très longtemps. J'ai quand même un ami qui refusait absolument de le faire, et il a trouvé un job comme conseiller, en marketing qui correspondait au niveau qu'il avait en France. Il a attendu 2 ans avant de l'obtenir, et pendant 2 ans, il n'a rien fait. Il était riche, il pouvait se permettre de glander. Bon, je trouvais ça un peu étrange, mais en l'occurrence, sachez qu'il va falloir faire vos preuves et les démontrer. Ça peut être très rapide, hein, très très rapide, quelques mois. Par rapport à ça, puisqu'on on en avait parlé quand on préparait cette conférence, le marché de l'emploi en fait au Québec est immensément plus dynamique qu'en France. En fait, les taux de chômage sont très bas, donc on peut se faire licencier très facilement, mais on retrouve un emploi très facilement. Tu m'avais parlé de l'exemple de Crocs, Ah donc oui, c'est effectivement. en reparler, qui était intéressant. Oui, bon, par exemple, peut-être vous êtes au courant, vous connaissez les chaussures Crocs, qui sont des petites chaussures en plastique. C'est une invention de 2 Québécois de Québec, la ville de Québec. Et ça a commencé à bien marcher, et au fur et à mesure, ils ont monté une usine, une très grosse usine. Il y avait 700 personnes qui travaillaient dedans, donc quand même. Et puis un jour, alors là, il y avait des magasins partout, c'était vendu dans le monde entier, et c'était entièrement fabriqué ici à Québec. Et un jour, ils ont vendu pour se faire de l'argent, j'imagine, ils ont vendu à une grosse compagnie financière états-unienne. Et du jour au lendemain, ils ont licencié les 700 personnes. Ils ont développé l'usine en Chine et ils ont ensuite, ils ont gardé quand même le design ici à Québec, là, dans les bureaux. Mais en l'occurrence, ces 700 personnes qui travaillaient dans l'usine ont retrouvé du boulot toutes dans les 2 semaines. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient inscrits au chômage. À l'époque, ça embauchait à tour de bras. C'était il y a quand même déjà 10-12 ans. Ça embauchait à tour de bras ici, dans les éoliennes, dans l'industrie, un petit peu partout. Et donc, bah, ils ont trouvé de la job, hein, sans aucun problème. Et ça, disons que c'est assez souvent le cas, en fait. Voilà. Si vous avez un vrai métier, si vous savez quoi faire, vous allez trouver facilement. Et si vous ne trouvez pas, ben, en attendant, aller fabriquer des burgers chez McDo. Ça embauche. Alors, une question très pratique. Combien de temps dure la quarantaine à l'entrée du pays? Question de Laura. Alors, actuellement, il y a une quarantaine obligatoire de 14 jours. Mais avant ça, il va falloir très, très précisément, depuis maintenant seulement 15 jours ou 3 semaines, il faut d'abord passer 3 jours à l'hôtel, dans un hôtel désigné, qu'il aura fallu réserver à ses propres frais. Et donc, quand vous atterrissez, très concrètement, vous atterrissez, vous allez voir les papiers d'immigration ou bien la douane. Là, vous êtes pris en charge, on vous envoie dans un hôtel, on vous emmène dans un hôtel dans lequel vous ne devez pas bouger pendant au moins 1 à 2 journées, mais maximum 3 jours, pour obtenir le résultat de votre test. Vous aurez d'abord fait un test avant de partir, vous arrivez, vous présentez votre test, et quand vous arrivez, vous refaites un test anti-Covid, et vous attendez dans un hôtel. Cet hôtel est à vos frais, ça peut coûter jusqu'à 2000 dollars. Ils disent, dans les réalités, c'est un peu moins cher parce que vous ne sortirez pas de la chambre. Donc, pour manger, tout sera apporté dans votre chambre. Donc, tout ça, c'est à vos frais. Et ensuite, vous devrez rester absolument 14 jours chez vous, sans bouger, pareil. Donc, disons que, comme en ce moment, on ne peut pas venir en tant que touriste, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous avez un logement, bah, il faudra qu'il soit, disons, adapté, c'est-à-dire peut-être avec Internet, etc. Voilà, bon, c'est 14 jours.
Alors, je me permets de rebondir là sur cette question qui va me permettre de quasiment conclure et de vous dire à tous les participants que la prochaine conférence internationale qu'on organisera sera justement quels sont les impacts sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur de la crise sanitaire de la Covid. Ce sera le mercredi 7 avril à 18h30. Je vais vous le mettre dans le chat également. Et si, parce qu'on aime vous voir participer, donc si vous avez des idées d'une thématique ou d'un pays pour la prochaine conférence sur la francophonie, écrivez-nous par mail. Je vais vous donner également l'adresse. Ce sera avec plaisir qu'on considérera vos propositions. Et alors, deux autres questions. Je laisse celle de Shaima pour la fin parce que je la trouve géniale. Et Émeric, donc pensez-vous que dans quelques années, cette facilité à immigrer au Canada pourrait s'estomper? C'est vrai que cette facilité, elle dure depuis un certain nombre d'années maintenant. Oui. Est-ce que ça va... Les choses évoluent souvent en politique assez rapidement, entre guillemets. Il faut savoir que pendant des dizaines d'années, ça a été très, très facile d'immigrer au Canada. Puis les choses se sont petit à petit corsées dans les années 80, 90 et 2000. Mais corsées, c'est-à-dire qu'il y avait des démarches administratives à remplir. Et puis dans les années 2010 et pendant 2007, 2015, on est passé de l'autre bord avec quelqu'un qui était quand même un Premier ministre qui était quand même très proche de l'extrême droite, qui était quand même très, très à droite, on va dire, et qui lui voulait absolument freiner, stopper quasiment l'immigration. Et donc, il a mis des bâtons dans les roues. C'était devenu très, très dur. C'était quand même relativement facile pour les Français et les francophones, les Européens, les Américains, mais on va dire qu'il était probablement un peu raciste, entre guillemets. Et tout son gouvernement l'était aussi. Chez nous, c'est assimilé à Trump, hein, vraiment, c'était le même genre de gars. Et puis est arrivé Justin Trudeau, donc là, on a changé complètement de perspective, et l'immigration s'est à nouveau ouvert. On a à nouveau ouvert les frontières. Donc, oui, c'est possible que cette facilité à immigrer évolue encore, qu'elle fluctue et qu'elle change. Je dirais qu'en ce moment, c'est la bonne période. Ça, c'est sûr. Vous pouvez immigrer sans trop de soucis. Ouais. Et la dernière question pour conclure. Si donc le fromage est le plat emblématique des Français, qu'est-ce que ce serait pour les Canadiens? Oh là là, je dirais que c'est le fromage en grains, celui qu'il y a dans les, comment on appelle ça? Celui qu'il y a dans les poutines. Donc c'est le fromage qui était spécifique là. Voilà, il fallait qu'on parle des poutines. Oui, si vous avez, bah, c'est le plat emblématique. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le pâté chinois qui est enfin bon, bref, il y a plein de choses aussi. Comment on appelle ça? Les tourtes aussi, c'est très très, c'est des plats qui sont bien solides, bien costauds, qui tiennent bien au corps. En dehors évidemment du burger, du fameux burger que tout le monde mange à peu près partout et tout le temps. Plus ou moins gourmet évidemment, mais en gros le fromage ce serait celui-là. Et puis pour les Canadiens, le cheddar, il est partout, le cheddar. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de fromages qui sont faits ici, notamment au Québec. C'est vraiment la patrie du fromage là. Ils en ont, mais c'est incroyable, des laiteries, des fromageries partout. Je crois qu'il y a des centaines de fromages. Et je vous dis ça parce que moi, je ne mange pas de fromage. Je dois être le rare Français à ne pas aimer le fromage. Donc c'est vraiment une tare. N'ayez pas cette tare, ne faites pas comme moi et mangez du fromage. Voilà. J'ai découvert, oui, que le Canada était l'autre patrie du fromage. Exactement. Alors, et d'ailleurs, on commence à en exporter vers la France. Hein, donc, d'accord, on sera attentif alors. Une dernière question donc d'Ali Matou. En tant qu'étudiante étrangère en France, les démarches pour s'expatrier au Canada peuvent-elles se faire depuis la France? Oui, tout à fait. C'est même, il vaut mieux le faire comme ça. Contactez les ambassades, contactez l'ambassade du Canada, elle est à Paris, mais vous trouverez en ligne toute l'information. Contactez aussi, si vous voulez les voir, les consulats ou les bureaux du Québec. Je ne sais pas s'il y en a un à Toulouse, il y en a un petit peu partout en France, je crois. Mais de toute façon, en ce moment, vous ne pourrez probablement pas les voir en personne. Ceci dit, vous pouvez les contacter et ils vont vous répondre vraiment parce que n'oubliez pas, on veut des immigrés. On veut les faire venir. Donc venez de partout. On fait venir des immigrés du monde entier et notamment des immigrés francophones, donc beaucoup d'Afrique,
évidemment, puisque tu disais que l'Afrique est l'un des pays, l'une des régions pardon, du monde où il y a de plus en plus de francophones. Donc, c'est très, très ouvert à ce niveau-là. Faites vos démarches prioritairement depuis la France avant de venir. C'est beaucoup plus winner, comme on dit. Oui, bien, très bien. On va conclure ici parce qu'avec toutes ces histoires de fromage, tu nous as donné l'eau à la bouche. On va conclure, Graham, cette conférence. Je te remercie donc au nom de toute la DAI. C'était vraiment intéressant, comme tu peux voir dans le chat. Hein, beaucoup vont te remercier pour cette super présentation. Merci à vous, merci à vous. Et au plaisir donc de la faire. Donc la virtualité nous a permis de la faire depuis Québec, mais quand tu passeras en France, n'hésite pas à nous faire signe. Merci à tous ceux qui ont participé et n'hésitez pas à vous tenir informés des prochaines conférences qu'on organisera. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Graham. Si vous avez encore d'autres questions, éventuellement, vous n'avez qu'à me suivre. Je suis sur Facebook et tout ça. Si vous tapez mon nom, vous devriez me trouver. Et puis, si vous avez vraiment des questions ou quoi, je peux éventuellement y répondre. Et voilà, acheter mes livres, parce que les auteurs, on a besoin, nous, d'être soutenus comme ça. Et puis, je vous remercie. Je remercie évidemment Alexis Carrière. Je remercie l'IMT Mine Albi Carmo, pour son invitation. C'était très sympa et j'espère que j'ai pas été trop mauvais. Voilà. J'espère qu'on va vous voir tous au Canada un jour, parce que c'est vraiment le plus beau pays du monde. Après la France. Ah, quand même, le petit côté chauvin. Très bien, ben, merci Graham, merci à tous, bonne soirée. Et pour répondre à la dernière question, oui, il y aura une rediffusion de la conférence, elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci à tous, bonne soirée, au revoir, merci.